Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Le déclin du mouvement souverainiste, et en fait du Québec en entier, a vraiment commencé au lendemain du référendum sur la souveraineté de 1995, quand Lucien Bouchard a manœuvré pour aller se chercher une pension de premier ministre tout en évitant de faire le troisième référendum qu'il avait peur de gagner. 20 ans plus tard, le processus de dégénérescence lancé en 1995 est arrivé à son terme. Les souverainistes sont démoralisés, sont éparpillés dans plusieurs partis, et beaucoup sont tellement dégoûtés de leur chef qu'ils refusent désormais d'aller voter. Enfin, le Parti libéral du Québec semble être au pouvoir pour l'éternité, étant donné qu'il peut s'appuyer sur les votes presque unanimes du seul groupe qui augmente présentement en nombre, c'est-à-dire les immigrants. Comme on va le voir cependant, il se pourrait que tout ça change très rapidement compte tenu des bouleversements qui ont lieu présentement ailleurs sur la planète. C'est pas du tout une coïncidence si le déclin du Québec se produit en même temps que le déclin de l'Occident et que l'effondrement de beaucoup d'écosystèmes un peu partout sur la planète. Désormais sur la Terre, tout se tient, tout est relié, principalement parce que des moyens de communication ultramodernes comme l'Internet permettent à tous les peuples de copier facilement et rapidement le mode de vie industriel du monde occidental. Elle est bien finie, l'époque où il y avait à peu près seulement l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon qui produisaient et qui consommaient et qui polluaient, alors que le reste de l'humanité s'adonnait à l'agriculture. Si les agriculteurs d'autrefois arrachaient les forêts, les écosystèmes naturels pour les remplacer par des pyramides sociales peuplées presque exclusivement d'êtres humains, ce système avait au moins l'avantage de fonctionner sur un cycle, comme la nature, c'est-à-dire que les déchets et les carcasses des plantes et des animaux enrichissaient la terre qui, elle, servait à nourrir la population. L'équilibre du système était maintenu par des guerres et des épidémies qui venaient régulièrement exterminer le surplus de population. Désormais, tout ça s'est terminé. Sur les 5 continents, il y a des sociétés industrielles qui polluent pour aller chercher des matières premières, qui polluent pour les transformer, qui polluent pour les consommer et qui polluent pour s'en débarrasser. Tout ça, c'est linéaire. Il n'y a jamais un cycle qui est recréé. Or, tout ça doit se faire sur une planète où l'espace et les ressources sont limitées et où des environnements qui sont justement en effondrement doivent absorber toute la pollution produite. Pire, toutes nos sociétés industrielles sont en croissance rapide, ce qui fait que toutes les courbes dessinées par nos experts montent en flèche au point de crever le plafond. C'est vrai pour les courbes de croissance des populations humaines, c'est vrai pour les courbes de croissance de nos consommations d'énergie, pour la courbe de croissance de notre consommation de viande, etc., etc. À ce déséquilibre s'ajoute le fait que l'industrialisation de la planète ne se produit pas partout à la même vitesse. Il y a une différence essentielle, par exemple, entre les États-Unis en déclin et la Chine qui est en pleine explosion économique. En fait, aussi bien la Chine que les États-Unis vivent le même phénomène, mais avec un décalage dans le temps. Parce que ce qui se produit présentement dans le tiers-monde nous est arrivé à nous dans le passé. Il ne faut pas oublier que la révolution industrielle a commencé vers 1800 en Angleterre, ce qui a permis à ce pays-là, pendant de nombreuses décennies, de connaître une explosion fabuleuse de son économie et de sa population qui s'est éparpillée partout sur la planète. L'Empire britannique est rentré en stagnation à la fin du 19e siècle avant de décliner au 20e siècle. Les États-Unis ont fait pareil au 19e et 20e siècle, ce qui fait que pendant tout ce temps-là, pour le reste de l'humanité, l'Amérique du Nord était le continent de tous les espoirs. Or, tout ça, aujourd'hui, c'est bien terminé. L'Allemagne a également connu une croissance fabuleuse, industrielle, économique et démographique vers 1900, ce qui lui a permis à 2 reprises de se jeter sur l'Europe pour la détruire. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est rentrée en stagnation, notamment au niveau de sa population, pour aujourd'hui connaître un déclin. L'URSS de Staline a également connu une explosion économique et démographique pendant plusieurs décennies, au point où tout le monde craignait que l'URSS finisse par dominer le monde. On sait tous à quel effondrement le communisme a abouti. Le Québec lui-même a connu une expansion débridée au cours de la Révolution tranquille des années 60-70. Présentement, c'est tout simplement le tour du tiers-monde. La grande nouveauté dans le cas du tiers-monde, c'est que l'industrialisation se fait aujourd'hui à un rythme tellement rapide qu'elle produit en quelques années ce qui, au 19e siècle, par exemple, prenait 50 ou 100 ans à se produire. De nos jours,
la catastrophe environnementale qui est produite par les appétits de consommation de 7 milliards d'êtres humains, bientôt 9, fait qu'un immense tsunami fonce sur nous. Un tsunami qu'on ne pourra pas éviter. C'est tout simplement trop gros, trop proche, trop vite et trop tard. Comme l'essentiel de la croissance des économies mondiales se produit dans les pays du Sud, c'est-à-dire très loin d'un pays isolé comme le Québec, les Québécois sont psychologiquement incapables de comprendre que leur petit mode de vie pépère est condamné et que tout ça, ça va casser à relativement brève échéance. En fait, les seuls Québécois qui ont vraiment pris conscience des bouleversements en cours sont ceux qui habitent dans la région de Montréal, ce point d'étranglement de la vallée du Saint-Laurent vers lequel converge et se concentre l'immense vague migratoire qui déferle présentement sur nous. Comme tous les Nord-Américains sont habitués depuis Katia à l'immigration massive, ils ont beaucoup de mal à réaliser que plusieurs phénomènes vont maintenant conjuguer leurs effets pour y mettre un terme. Comme l'industrialisation du tiers-monde réduit rapidement les écarts de richesse et de natalité entre les continents, les immigrants de classe moyenne dont nos économies ont besoin pour se maintenir ont de moins en moins de raisons de venir vivre ici. Comme tout le monde, ils sont capables de se rendre compte que les villes américaines sont entrées en décrépitude, que le rêve américain est terminé et qu'il est stupide de quitter des pays en croissance rapide pour venir vivre sur un continent où tout est en train de se déglinguer. C'est encore plus vrai dans le cas d'un pays froid comme le Québec, où le climat détruit beaucoup plus rapidement qu'ailleurs les infrastructures. Dans le cas du Québec, de toute façon, plusieurs autres phénomènes vont conjuguer leurs effets pour augmenter les effets de la crise. Pour commencer, le Canada anglais continue d'obliger le Québec à lui payer des infrastructures neuves et gratuites. Le meilleur exemple, c'est le centre universitaire de santé de McGill, qui a été construit et qui est financé par les taxes des Québécois et qui sert à produire des médecins pour le reste du Canada. La majorité des étudiants en médecine produits par l'Université de McGill quittent le Québec peu après la fin de leurs études. À ça s'ajoute le fait qu'en avril 2014, les fédéralistes et leurs petits amis ont repris le pouvoir à Québec et qu'ils vont donc se remettre à voler nos taxes et nos impôts à tour de bras, exactement comme l'a montré la commission Charbonneau. Enfin, il y a le fait que nos gouvernements, au cours des dernières décennies, ont négligé de réparer correctement nos infrastructures. À Montréal, par exemple, elle est très loin l'époque où un Jean Drapeau faisait régulièrement remettre à neuf nos rues et nos trottoirs. Même dans les quartiers normaux de classe moyenne aujourd'hui, les rues sont pleines de trous, les trottoirs sont lézardés et les bordures de trottoirs ont été rognées par les déneigeuses d'hiver. Puis on n'a pas parlé du système d'aqueduc et des égouts qui eux aussi auraient besoin, dans beaucoup de cas, d'être rénovés ou carrément remplacés. Nos gouvernements manquent tellement d'argent qu'ils font toutes sortes d'économies de bout de chandelle. Au lieu de réparer les trottoirs en entier, ils réparent seulement des petits bouts à gauche, à droite, puis ils laissent tout le reste aller à volo. Petit à petit, tout est en train de tomber en ruine. En plus de diminuer les ressources financières de nos gouvernements, la prochaine crise va faire augmenter le chômage en flèche, ce qui va mettre un terme même à l'immigration pauvre, exactement comme ça s'est produit lors de la Grande Dépression des années 30. Comme la crise en question aura une origine environnementale, les gens vont vite découvrir que l'Amérique du Nord est en fait surpeuplée. Moins surpeuplée que les autres continents, bien sûr, mais plus que ce que nos environnements naturels peuvent supporter à long terme. Les Nord-Américains, comme d'ailleurs tout le reste de l'humanité, vont alors entrer dans une longue période de décroissance qui va se terminer seulement lorsque nous aurons découvert un mode de vie qui sera en équilibre avec la nature. Ça, nous le savons tous, c'est inévitable. La grande question, c'est de savoir quand est-ce que ça va se produire. Est-ce que ça va se produire après que l'Occident et le Québec français auront été complètement détruits? Ou est-ce que ça va se produire, comme l'espèrent nos baby boomers, après leur longue retraite dorée et leur mort? Croire à ça, c'est comme croire au Père Noël. En effet, il suffit de donner seulement quelques exemples au hasard des bouleversements qui se produisent actuellement sur la planète pour montrer que la crise en question nous pend au bout du nez. Le produit de la pêche traditionnelle partout sur la planète a plafonné depuis un bon bout de temps et a même commencé à décliner. Et il est de plus en plus remplacé par le produit d'élevage artificiel qui sont de plus en plus polluants.
Depuis la crise financière de 2008, le déficit fédéral américain dépasse chaque année les 1000 milliards de dollars, ce qui n'a pas empêché l'indice Dow Jones de la bourse de New York de faire beaucoup plus que doubler depuis février 2009. Dans le cas de la Chine, certains analystes affirment qu'il y aurait entre 50 et 65 millions d'unités de logement qui auraient été construites, vendues, mais qui resteraient inoccupées. Tout ça à cause de la spéculation. En mai 2014, le ministre des Finances du Japon a annoncé que la dette de son pays avait dépassé le million de milliards de yens, ou si on veut, plus de 90 000 milliards de dollars, etc., etc., etc. Si les Occidentaux en général, et les Nord-Américains en particulier, ont beaucoup de mal à réaliser l'imminence de la crise qui s'en vient, c'est essentiellement parce que depuis 70 ans, ils n'ont pas connu autre chose que le confort et l'abondance. Quand on leur dit que leur mode de vie est condamné à brève échéance, on se fait ordinairement répondre des enfantillages. Les gens nous disent par exemple qu'ils ont le droit de recevoir de gros salaires ou de généreuses pensions. C'est tout à fait exact, ils en ont le droit. Comme ils ont le droit de vivre 1000 ans ou d'aller passer leurs vacances sur la planète Mars. Mais est-ce que c'est possible? Quand la crise va commencer, toute l'humanité va être obligée de revenir à la réalité. On va être obligé de réorganiser la planète dans la précipitation. Entre autres, il va falloir éliminer la plupart des gaspillages et mettre le pouvoir politique là, il va être utile et efficace. Dans le cas du Québec, la population va vite se rendre compte que, contrairement aux autres peuples, elle a à sa disposition une énorme réserve de richesses, c'est-à-dire toutes celles que le Canada détourne à son profit depuis un quart de millénaire. Depuis la conquête de 1760, en effet, le Canada anglais a mis en place un système économique d'entonnoir pour diriger vers lui les profits de notre travail. Contrairement à ce que croient beaucoup de Québécois, jamais les Canadiens anglais ont cherché à nous éloigner de leurs institutions. Tout au contraire, ils ont toujours voulu qu'on vienne en très grand nombre leur porter le produit de notre travail dans leurs banques, dans leurs institutions ou dans leurs entreprises, de façon à ce qu'ils puissent, eux, se payer de très hauts salaires de gestionnaires. Encore aujourd'hui, au Québec, une grande partie de notre économie, les multinationales, les grandes entreprises, beaucoup d'institutions publiques comme des universités, des hôpitaux, sont contrôlées par des Anglo-Québécois. On paie en plus la moitié de nos taxes et impôts à Ottawa, qui sont gérés par des hauts salariés ontariens qui paient des impôts en Ontario plutôt qu'au Québec. Enfin, une grande partie de l'industrie tertiaire qui contrôle l'économie québécoise, la bourse, les sièges sociaux, etc., a été artificiellement déménagée à Toronto au cours des dernières décennies avec tous les hauts salaires que cela suppose. Quand la crise aura mis fin au confort et à l'indifférence de nos nationalistes mous, il va être très facile de les convaincre de mettre un terme à ce système de détournement, tout simplement en faisant l'indépendance. Pour y arriver cependant, il va falloir que nous changions nos façons de faire et de penser. Les philosophes appellent ça changer de paradigme. Or, changer de paradigme, c'est pas seulement réorganiser ses idées, c'est également réorganiser ses émotions. C'est quelque chose qui est difficile et de douloureux à faire. Dans le cas des souverainistes, le plus important, et de très loin, ce sera de changer leur discours moral. Car c'est avec un discours moral qui nous accuse, par exemple, de vouloir martyriser nos minorités, que le Canada anglais est parvenu à nous faire reculer depuis 50 ans. Ce dont je parle ici, c'est d'arrêter d'avoir peur de dire des vérités qui nous favorisent, par crainte de faire de la peine à ceux qui nous volent et nous insultent depuis des siècles. Ce dont je parle, c'est d'arrêter de jouer au couillon avec un Canada anglais qui ne se gêne pas, lui, pour nous menacer à mots couverts, de tous nous massacrer dans une guerre de partition. Nos chefs doivent apprendre à parler haut et fort, avec autorité, au nom de la superpuissance morale que représente le peuple québécois. Ils doivent apprendre à répondre avec aplomb aux racistes du partitionnisme ou aux partisans autochtones de l'apartheid. C'est en tenant un discours moral rigoureux qui défend la vérité,
la justice et l'équité que nous pourrons prendre un avantage psychologique décisif sur le Canada anglais et démanteler le système de détournement dont on parle. Est-ce que le fait que le Canada anglais nous vole depuis 254 ans lui donne un droit acquis de continuer à le faire pendant l'éternité? Est-ce que les taxes et les impôts payés par les francophones du Québec leur appartiennent à eux ou s'ils appartiennent à la minorité anglaise? Revenons sur le cas de l'Université McGill. Les anglophones du Québec représentent moins de 9% de notre population et sont 40 fois moins nombreux que leurs cousins du Canada anglais qui proviennent exactement des mêmes pays. Comment est-ce qu'une minorité aussi petite a été capable de se doter d'une des 25 meilleures universités du monde? D'où leur est venu ce génie qui manque au reste du Canada? Ce génie leur est venu tout simplement d'un système de détournement de notre argent qui leur sert à financer la venue à l'Université McGill de professeurs et de chercheurs d'envergure internationale. C'est ce genre de vérité que nos chefs cachent à la population depuis des décennies. Évidemment, tout le monde comprend à quel point le fait d'adopter un discours aussi courageux serait douloureux pour des chefs souverainistes dont beaucoup se demandent comment est-ce qu'ils pourraient exploiter une dernière fois notre travail bénévole et nos donations politiques pour se faire élire, mais sans avoir à faire de l'indépendance. Évidemment, la solution à ce problème, c'est de voter pour un chef qui aurait déjà changé de paradigme et qui n'irait plus demander aux fédéralistes s'ils veulent entendre parler de souveraineté et de référendum. Un chef qui ferait ce qu'exigent ceux qui votent pour lui. Ce chef devrait reprendre la stratégie d'un gagnant comme Jacques Parizeau plutôt que la stratégie d'un perdant de naissance comme Lucien Bouchard. Il devrait expliquer à la population tout l'énorme pouvoir de négociation qu'un oui majoritaire nous donnerait. Il devrait répéter sur toutes les tribunes qu'un Québec souverain s'enrichirait à milliards de 5 façons différentes. Premièrement, en redonnant aux francophones tout l'argent qui leur est présentement enlevé pour financer les institutions, entre autres des Anglo-Québécois. On parle ici de milliards de dollars qui n'appartiennent pas aux Anglo-Québécois. Deuxièmement, en rapatriant d'Ottawa vers Québec les 50 milliards de dollars de taxes et d'impôts qu'on lui envoie à chaque année, avec tous les salaires, les hauts salaires de gestionnaires que cela suppose. Troisièmement, en rapatriant de Toronto vers Montréal toute notre industrie tertiaire qui a été artificiellement déménagée. Encore ici, on parle de milliards de dollars en gros salaires. Quatrièmement, il faudrait expliquer à la population que l'indépendance nous donnera l'occasion de rénover l'État québécois avec l'aide des syndicats plutôt que contre eux, comme veut le faire la CAQ de François Legault. Comme tout le monde va vouloir que le nouveau pays fonctionne, les syndicats vont nous aider à faire des milliards de dollars d'économies annuelles, ce qui va nous permettre, bien sûr, de leur faire profiter d'une partie des bénéfices de l'opération. Cinquièmement, nos chefs devraient expliquer à la population que puisque le Canada anglais refuse avec mépris l'offre d'association économique qu'on lui fait, il devra payer à chaque fois qu'il va traverser notre territoire en abîmant nos infrastructures avec ses voitures, ses camions, ses trains, ses bateaux, ses pipelines. On parle ici de très nombreux milliards de dollars annuels, étant donné que, pour donner seulement un exemple, si on chargeait 5 $ par baril de pétrole qui traverse notre territoire, un tarif qui est tout à fait normal un peu partout sur la planète, le seul pipeline Sarnia-Montréal nous rapporterait 1,5 million de dollars chaque jour, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard de dollars par année. Signalons que ce genre de péage pour traverser un territoire est très courant sur la planète. Par exemple, le Canada anglais compte bien installer un péage sur le nouveau pont Champlain. Avec un discours moral et économique aussi solide, il serait possible d'aller chercher les quelques pourcentages qui nous manquent pour obtenir un oui majoritaire. Il serait surtout facile de ranimer l'intérêt de tous les souverainistes que nos anciens chefs ont laissé s'éparpiller dans le paysage depuis 1995. Au point de vue politique, le nouveau chef devrait ramener au PQ des partis comme Option nationale ou le Parti indépendantiste qui sont déjà d'accord pour revenir si on recommence à parler de souveraineté. Ensuite, il devrait proposer à des partis comme Québec solidaire ou le Parti vert de fusionner tous les partis en un seul, une coalition, de façon à pouvoir présenter un front commun face aux fédéralistes lors de la prochaine élection.
Ce nouveau parti, qui pourrait s'appeler le Parti souverainiste, ferait la synthèse des programmes, des organisations et des idées des différents partis. Ce changement de nom, ce changement de parti aurait également l'avantage de faire disparaître une partie du ressentiment qui s'est accumulé dans la population contre le Parti québécois à la suite de ces longues années au pouvoir. Nous avons 4 à 5 ans pour faire cela, et surtout pour habituer les Québécois à penser comme un peuple normal. Quand, dans 4-5 ans, le Parti libéral du Québec se sera débattu avec la crise, se sera noyé dans un océan de corruption, le pouvoir tombera tout naturellement dans les mains du nouveau Parti souverainiste qui pourra tenir un référendum et le gagner. Désormais, la seule alternative qui reste aux souverainistes, c'est le courage. Avez-vous aimé cette vidéo? Si oui, aidez-moi à la distribuer largement dans vos médias sociaux. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.